Bonjour, bienvenue parmi nous. On va commencer bientôt. Ça ne sera pas très long. On va attendre quelques retardataires et puis on va commencer. Donc, et l'heure est venue, en fait. Bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Mathieu Bélanger, je suis président fondateur de l'entreprise Parcours 3. On a une entreprise, en fait, une agence marketing numérique, tout près de 23 ans d'existence. On est surtout un partenaire de la solution HubSpot. Mais on est là aujourd'hui pour un présentateur qui s'appelle Maxime Bellemare, qui est directeur des ventes chez Acceptio au Canada. Donc, Maxime, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu beaucoup de demandes pour ce webinaire-là. On a eu beaucoup d'engouement. Donc, ça va faire plaisir de vous parler du sujet le plus exotique, le plus apprécié de l'heure chez tous les marketeurs, évidemment, la fameuse loi 25, particulièrement du côté web. Parfait. Merci Maxime. Là, pour juste question plus technique, là, le webinaire est enregistré. Donc, on va pouvoir vous envoyer l'enregistrement une fois. Ça va sans doute être envoyé demain. Il va aussi avoir une période de questions à la fin. Donc, par contre, attendez pas pour envoyer vos questions au fur et à mesure. Maxime, il se porte volontaire là, à être interrompu si, il y a certaines questions qui sont c'est opportun, en fait, je vais peut-être l'arrêter pour clarifier un élément ou deux. Donc, je vais laisser Maxime présenter qui est Acceptio, puis présenter le sujet là, qui vient de nous faire une petite intro, justement. Donc, Maxime, la parole est à toi. Excellent. Bon, ben, sans plus tarder, débutons. Dans le fond, le but, c'est pas de faire un sales pitch aujourd'hui, ça va être plus de vous donner des conseils sur qu'est-ce que la CNP apporte, c'est quoi les conséquences, puis les solutions. Mais avant tout, vite fait, petite intro d'Acceptio. Donc, Acceptio, qu'est-ce que c'est? C'est une CMP, donc une Consent Management Platform ou une plateforme de gestion du consentement, la fameuse bannière cookie qu'on a en bas de page, qui est si sympathique, vous l'aurez compris. Donc, Acceptio, ça fait déjà quelques années qu'on est sur le web. On est une entreprise française, donc on a vécu plusieurs évolutions des différentes lois sur la vie privée à travers le monde. Donc, on a débuté avec le RGPD, mais maintenant on couvre plusieurs législations. Euh, à travers le web, c'est environ 80 000 sites web qui sont équipés, ce qui veut dire qu'on a énormément de données de notre côté pour faire des recommandations les plus adaptées possibles pour les gens qui vont avoir les mains dans la poutine, on va dire. Acceptio, c'est une plateforme qui est désignée pour les gens de marketing. T'as pas besoin nécessairement d'avoir un double bac en informatique pour l'intégrer. C'est vraiment une plateforme qui a en tête l'optimisation des technologies marketing, du stack marketing chez les entreprises. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va y aller avec une petite intro contextuelle. Dans l'univers marketing, particulièrement au Québec, il y a deux grands joueurs qui vont dicter les règles du jeu. Donc, on va parler ici de la CAI ou de la Commission d'accès à l'information, qui d'ailleurs a publié quelques capsules vidéo récemment pour la instiguer un peu pour sortir de l'ombre, on va dire. Puis on a les GAFAM, particulièrement Google, qui a une énorme influence sur les technologies web, puis sur l'environnement publicitaire. Donc, c'est un peu eux qui vont vraiment diriger où est-ce qu'on s'en va avec enfin, on a le côté légal, puis le côté business. Évidemment, je suis pas un avocat, donc les recommandations que je fais, c'est vraiment plus du côté business. Donc, si jamais vous avez des questions qui sont plus dans le scope légal, je vous invite à vous référer à un avocat. Mais aujourd'hui, on va pouvoir naviguer dans tout ce qui est plus les enjeux de performance web, tout ce qui va être les enjeux de personnalisation, puis notamment, dans le fond, tout ce qui va tourner autour dans le stack marketing. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans le fond, la première loi qui a instigé
les autres réglementations sur le data privacy ou les lois sur la donnée, sur la vie privée. Euh, Ça s'est passé en Europe il y a quelques années. En 2018, on a eu le RGPD qui est arrivé en vigueur, ce qui nous donne un peu un portrait de ce qui peut arriver au Québec. Concrètement, ça a pris environ 3 ans avant d'avoir les premières vraies recommandations de la CNIL, qui est l'équivalent de la Commission d'accès à l'information en Europe. Donc, on peut se dire que là, la loi 25, 2021, 2022, 2023, 2024, on commence à avoir des actions. Éventuellement, il y a des amendes qui vont tomber, plus côté réglementaire. Puis maintenant, même en 2024, du côté européen, il y a aussi des recommandations du côté application mobile. Concrètement, toute technologie qui recueille de la donnée personnelle, de la donnée sensible, est soumise aux réglementations. Donc, le RGPD couvre les applications mobiles, mais on voit aussi tranquillement arriver tout ce qui est la TV connectée, donc la CTV. Quand on a de la publicité personnalisée sur les TV, ben c'est aussi parce qu'il y a de la donnée collectée sur les comportements que les consommateurs ont. Donc, bref. L'idée du portrait de l'évolution de ce qui s'est passé en Europe, c'est un peu pour vous dire qu'il y a une boule de cristal qui est sur la table. Ça s'en vient ici aussi. Exactement, je peux pas vous dire quand, parce que malheureusement, j'ai pas de, j'ai pas de source à l'interne du côté du gouvernement. Mais dans le fond, il y a une organisation qui est mise en place, il y a des enquêteurs qui sont embauchés. Puis, ben, avec ce qu'on a vu de ce qui s'est passé en Europe, les actions ressemblent très drôlement à ce qu'on voit ici maintenant au Québec. Donc, le portrait, il y a certaines similarités qu'on va pouvoir décoder, mais ça s'en vient ici aussi. C'est pas juste une loi qui a été passée pour le fun. Il y a des conséquences qui vont s'en suivre. Donc, ce qui s'en vient, c'est la claque, la gifle, peu importe comment on va l'appeler. La réalité de la chose, c'est que c'est pas la PME moyenne au Québec qui va être dans la mire de la Commission d'accès à l'information. Les personnes qui sont le plus à risque, c'est les GAFAM, c'est les gros joueurs, parce que la CAI a besoin d'un cas haut profil pour se faire les coffres, faire la trésorerie, puis aussi pour envoyer un signal sur le marché que dans le fond, c'est pas correct de recueillir de la donnée sans demander le consentement. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, par contre, en tant que PME, j'utilise des services de ces entreprises-là, comme Google, si j'utilise des services de Google Ads, si je fais la publicité sur Meta, par exemple, et que je ne suis pas conforme, je peux mettre en péril la conformité de ces joueurs-là, qui veut dire concrètement que c'est pas nécessairement, dans le fond, c'est pas nécessairement l'enjeu légal pour la PME moyenne qui va compter, mais plus l'enjeu d'affaires. Donc, pour traduire, c'est si j'utilise des services de Google Ads, que je suis pas conforme, que Google ne devient pas conforme à cause de moi, ben on le voit en Europe maintenant de plus en plus, ben tu peux avoir tes services publicitaires coupés pendant une semaine. Si ton compte Google Ads est bloqué pendant une semaine, je vous laisse réfléchir sur l'impact que ça peut avoir sur votre revenu, par exemple. Donc, plusieurs conséquences comme ça, comme je l'ai mentionné, par exemple les données qui sont non reconnues par les plateformes publicitaires, des ruptures de services. Maintenant, même au Québec, on a le fond GA4 pour ceux qui jouent dans l'analytics, Google Analytics 4. Euh, il y a des données qui peuvent ne pas être remontées. Donc, on peut avoir des, euh, un peu des bris de compréhension sur ce qui se passe réellement sur notre site web. Puis même avec certaines technologies, par exemple dans le cas d'une CMP, certaines technologies sont plus, euh, plus à risque de causer des impacts négatifs sur le SEO, sur la performance web. Euh, Puis d'ailleurs, je vous invite, si jamais c'est dans votre cours, à regarder, je pourrais vous transmettre le lien par la suite, mais il y a un tableau Looker Studio de Google sur les technologies puis l'indice INP. Grosso modo, un indice qui permet de vérifier votre stack technologique, où est-ce qui se compare au niveau performance web pour justement ne pas avoir d'impact négatif sur le référencement naturel puis la performance web. Également, ben maintenant, on a trouvé un beau problème qui est justement les conséquences d'une non-conformité. Donc, Google s'est dit, ben, si les gens sont pas conformes, ça nous met en péril, ça nous met dans la mire. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les entreprises avec qui on fait affaire à se conformer, mais de façon
à ne pas perdre de visibilité sur le trafic. Parce que ce que ça veut dire quand tu vas mettre une bannière cookie puis que tu vas réellement te conformer sur ton site web, c'est qu'on va pas nécessairement perdre du trafic. Les gens sont toujours là, mais on va perdre de la visibilité sur le dit trafic. Règle de pouce, on va perdre environ un 30% de visibilité, ce qui est pas très cool parce que quand on fait du retargeting, du remarketing, puis on va recibler des gens par la suite, ben, c'est du trafic qu'on peut plus nécessairement adresser. Google est arrivé avec une solution qui est assez complexe puis que je pourrais pas nécessairement expliquer les rouages, mais ce qu'ils ont créé, c'est ce qu'on appelle le concept mode dans sa version 2, qui est une façon dans le fond, de synthétiser de la donnée, donc de créer de la donnée par des différents patterns, différentes données que Google collecte à travers ces plateformes. On s'entend que Google, c'est assez large. Mais le Concept Mode V2, en l'activant, en faisant affaire avec une CMP qui est partenaire de Google, ça vous permet de resynthétiser, en fait, de remodéliser de la donnée de façon synthétique pour récupérer une certaine capacité de retargeting sur le 30% qu'on a effectivement pas perdu, mais qu'on a perdu la visibilité dans le passé. Donc, je vous invite, si jamais vous avez une CMP sur votre site web, à vérifier que ce soit bien quelque chose que vous avez activé. Puis, pour info, tous les gros joueurs de l'écosystème numérique s'en viennent avec leur propre version du Content Mode. Donc, c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux. Tu vas avoir celui de Meta, Bing, notamment avec Microsoft, il va y avoir l'équivalent qui est le Microsoft U80, Amazon, Shopify, etc. C'est tout le monde qui suit qui suit la danse. Donc, maintenant qu'on a éclairci un peu ce qui se passait au niveau contexte, pourquoi les gros joueurs suivent, évidemment, ils sont mis à l'amende dans plusieurs pays, ça s'en vient au Québec, ce qui les pousse à créer des technologies pour aider les entreprises. Donc maintenant, la seule source de vérité de données qui va être éligible dans le futur, c'est la plateforme de gestion des consentements parce que c'est là qu'on va décider si on consent ou on ne consent pas à donner ces informations à une marque avec laquelle on interagit sur le web. Donc aujourd'hui, ce que j'ai préparé, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, chez Exception, on est quand même sur énormément de sites web. Donc, on a énormément de données sur qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, je voulais vous donner des petits conseils pratico-pratiques qui peuvent être appliqués dès demain, dès aujourd'hui, en fait, sur la façon dont vous configurez votre plateforme de gestion de consentement sur votre site web. Donc, comme je l'ai mentionné, on a une recette qui est plutôt gagnante. Il y a beaucoup de technologies qui se basent sur l'enjeu légal. Dans le fond, on développe un produit en suivant le cahier des charges du légal pour rejoindre les besoins marketing, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est ce que la loi nous stipule. Par contre, il y a une approche qui est plus gagnante, c'est de partir des besoins marketing et rejoindre les besoins légaux, ce qui nous permet dans le fond, d'axer le produit sur les gens qui ça l'impact concrètement, donc le consommateur. Quand on arrive sur un site web, malheureusement, c'est le consommateur qui utilise le produit plus que les gens qui le configurent. Donc, on arrive avec une recette. Premièrement, quand on arrive sur un site web, si on met pas le curseur sur la CMP, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de données qui remontent. Donc, c'est la première chose qu'on veut adresser. Le taux d'interaction, effectivement, ce que c'est, comme je l'ai dit, c'est le pourcentage de visiteurs qui ont visité le site web, qui ont eu le widget qui est affiché. Donc, si on a un ad blocker, par exemple, ça pourrait réduire le pourcentage. Mais dans le fond, dans tout le pourcentage des gens qui ont eu le widget, ceux qui ont eu la possibilité de le faire, ceux qui l'ont fait, ben, c'est le taux d'interaction. Quatre choses vont avoir un impact majeur sur le taux d'interaction. On va pouvoir aller plus en détail là-dessus. Mais il va y avoir la personnalisation. Donc, l'effet on ne veut pas être un cheveu sur la soupe. L'ombre portée, qui est un peu une façon de mettre en lumière la bannière. Le mur de consentement, une façon de bloquer le choix ou obliger le choix plutôt à une action. Puis, le délai d'apparition ou la scénarisation. Petit exemple ici du CHU Sainte-Justine, ce qu'on voit qui a le plus gros impact sur le taux dans le fond, le taux d'interaction, ce qui pousse les gens à aller voir
qu'est-ce qui se passe en bas de page, qu'est-ce qui se passe dans une bannière de cookies, c'est la personnalisation. Comme je l'ai dit, on veut jamais être le cheveu sur la soupe. On passe tellement de temps, on met tellement d'efforts sur avoir une image de marque qui est soignée, une image de marque qui est accueillante. On veut pas nécessairement faire fuir les gens via une bannière qui est pas très sexy, qui ressemble à un document légal, où les gens savent pas comment les données vont être utilisées, où est-ce que les données s'en vont. Il y a tellement bref, tellement de sujets d'actualité à ce niveau-là. Le but du jeu, en fait, c'est de personnaliser par le texte, par l'illustration, dans le fond, que ce soit le logo, que ce soit une mascotte quelconque, puis vraiment le look and feel de la plateforme pour être en mesure d'accueillir la personne de la façon la plus chaleureuse possible. Donc, même principe au niveau du Saint-Justine, comme je l'ai montré, ben, on utilise vraiment les mêmes couleurs. On a des petits personnages qui sont dans la même thématique d'illustration. Puis, ben, on est allé vraiment pour un langage qui est simple, qui est pas, dans le fond, qui est transparent, mais qui reste dans dans le fond, dans la même thématique, au niveau du vocabulaire, etc. Par la suite, l'ombre portée. Ceux qui jouent dans le CSS d'un site web, en fond, c'est juste un shadow, c'est un overlay ou dans le fond, c'est quelque chose qu'on rajoute sur le site web pour mettre en lumière la plateforme. Donc, le but, c'est que ça soit pas nécessairement bloquant pour la navigation, mais que ça mette en lumière justement le bandeau cookie, ce qui veut dire que l'œil humain, psychologiquement, va aller vers ce qu'il y a le plus haut, ce qui va être le plus clair. Donc, on crée un contraste pour mettre de l'avant quelque chose. Donc, ce que ça permet de faire, sans bloquer la navigation, ben, ça pousse l'œil vers la CMP, ce qui statistiquement a quand même un bon impact sur les taux d'interaction. Donc, les gens voient quelque chose en lumière, ont tendance à y aller, mettre le curseur, puis regarder qu'est-ce que c'est. Assez simple. Maintenant, il y a une autre pratique qui est possible, qui vient avec ses pour, ses contre. Ça dépend vraiment de ce que vous choisissez en tant qu'entreprise. Bien sûr, on peut faire des tests. Nous allons faire du A/B split test, avoir deux versions qui roulent en parallèle, puis regarder ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est propre à toute marque, la confiance que le consommateur va avoir. Mais le mur de consentement, ou le consent wall en anglais, ce que ça permet de faire, c'est contrairement à l'onde portée, de bloquer la navigation. Quand on bloque la navigation, ça impose un choix. Donc, la personne peut tout accepter, tout refuser, mais ne peut pas continuer à naviguer. Donc, si la personne ne peut pas continuer à naviguer, ben ça pousse que 100% ou presque des gens qui visitent le site web vont avoir à vous donner une donnée de refus ou une donnée d'acceptation. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de ce que vous choisissez en tant qu'entreprise, mais ça peut avoir un impact positif ou moins positif parce qu'on peut disqualifier des gens qui auraient potentiellement acheté ou qui auraient potentiellement interagi positivement avec votre CMP. En moyenne, par contre, sur le taux d'interaction, ça a un très bon gain, plus important que l'homme porté parce qu'on oblige le choix, évidemment. On a encore une fois ici une segmentation du côté mobile versus sur l'ordinateur. Évidemment, on s'entend que de nos jours, la plupart du trafic provient du mobile de plus en plus. De moins en moins de gens utilisent leur ordinateur. Donc, il y a une certaine nuance, mais c'est à prendre en compte de ce côté-là aussi. Par la suite, le délai d'apparition, c'est quelque chose qui est moins souligné, mais qui est tout aussi important. Quand on va cliquer, par exemple, sur une publicité sur Instagram, la première chose qu'on va voir, c'est un gros bandeau cookie que tu sais pas trop où que ça s'en va. C'est comme, t'as la bannière de courriel, t'as la bannière d'accessibilité, t'as la bannière de chat avec le robot, plus le cookie. Ça fait beaucoup en même temps. Puis on l'a vu statistiquement qu'avec le consommateur, c'est pas nécessairement la formule gagnante. Le, le, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en scénarisant, donc en donnant un ordre d'apparition, donc en créant peut-être un délai sur la CMP, ça permet de un peu dédramatiser l'expérience client, puis qu'au lieu d'avoir 8 pop-up dans sa face comme dans l'Internet de 2002 avec la publicité, ben on vient un peu dédramatiser, prendre le temps de prendre le temps, laisser la personne interagir avec le site web, puis par la suite, lui demander ben, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ta donnée pour personnaliser ton expérience.
Deuxième point, maintenant qu'on a amélioré le taux d'interaction, maintenant qu'on a plus de gens qui viennent sur notre bannière, sur notre peut-être microsite, comme on pourrait l'appeler, ben, il faut bâtir le lien de confiance. Encore une fois, ça passe par deux éléments. La personnalisation, même chose que pour le taux d'interaction. On veut attraper l'œil, mais maintenant, c'est le temps de bâtir la confiance. Puis le mode de refus, qui est une façon de créer de la transparence, puis créer dans le fond, être une marque de confiance envers le consommateur. Au niveau de la personnalisation, même principe que pour le taux d'interaction. C'est sûr qu'on veut être le plus transparent possible. On l'a remarqué, la carte transparence, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que plus on va essayer de cacher des trucs aux consommateurs, moins la personne va donner son taux généralement parce qu'on c'est comme on veut pas s'en faire passer une petite vite. Donc, même principe, c'est ce qu'on va mettre de l'avant. Mais enfin, un autre truc que je peux vous donner, c'est le mode de refus. En date d'aujourd'hui, au Québec, dans les institutions publiques, parapubliques, gouvernementales, le bouton refuser est obligatoire. Cependant, au privé, c'est pas obligatoire. Par contre, ce qu'on a réalisé statistiquement, c'est qu'il y a une option qui est assez intéressante qui s'appelle le continuer sans accepter. Quand tu arrives sur une bannière cookie, puis que les deux seules options, c'est soit j'accepte ou je choisis dans un menu, puis là, que ça me demande 18 étapes. Ça crée de la friction, ça crée pas nécessairement de la confiance. Euh, Puis aussi contre-intuitif que ça peut résonner, donner une porte de sortie plus facile au consommateur, ça l'aide à dire, ben, ça l'aide à démontrer qu'on est une entreprise de confiance. Le continuer sans accepter, c'est cool comme option parce que c'est comme un je vais choisir plus tard. Ce que ça veut dire, c'est que si par exemple, moi j'arrive sur un site e-commerce, que je suis pas certain si je fais confiance à cette marque-là encore, j'interagis pas avec la bannière. Là, j'ai l'option continuer sans accepter. Donc, je veux juste la tasser parce que je veux voir l'item qu'il y a derrière. Donc, je clique sur continuer sans accepter. Je fais une transaction, j'ai une super belle expérience. Le shipping, ça arrive rapidement. Puis, je suis satisfait comme consommateur. La prochaine fois que je magasine sur le site web, l'entreprise a la possibilité de remontrer la bannière cookie. Donc, si on la remontre, ça n'a pas été un refus d'emblée, ça a été un j'ai choisi plus tard. Puis ça me donne l'option en tant que consommateur d'accepter finalement parce que j'ai commencé à faire confiance à la compagnie. Donc, c'est comme un entre-deux entre le refuser puis le non-interaction, mais de façon plus scénarisée, plus transparente auprès du consommateur, puis plus agréable en soi sur l'expérience client. Ce qu'on a vu, c'est qu'avoir un bandeau, en fait, il y a deux options pour le continuer sans accepter. Tu peux le mettre soit à l'extérieur du bandeau, ce qui peut avoir un gain quand même assez important, de 10 à 15%. Mais tu as aussi le continuer sans accepter à l'intérieur du texte. Il faut faire attention, faut tout le temps que ça reste clair auprès du consommateur. En Europe, on a de plus en plus de cas où on va dire qu'il y a des dark patterns. Puis, petit fun fact, j'ai déjà vu une CMP, enfin, une bannière cookie qui, pour le bouton refus, avait du texte noir sur noir. Donc, dans son noir, on voit pas qu'il y a un bouton refusé si on clique pas. Donc, c'est juste pour illustrer qu'on veut éviter des patterns non transparents auprès du consommateur parce que, oui, on peut booster le taux de consentement comme ça, mais légalement parlant, ça va pas, ça suit pas non plus la chanson. Donc, même principe, si on a le contenu sans accepter à l'intérieur de la bannière, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait en ordre, mais faut savoir que justement, ça monte le taux en fond, ça augmente certain taux à défaut dans le fond, on veut rester transparent, fait qu'il faut pas trop le cacher non plus. Troisième point, le taux de rebond. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, si par exemple on est sur une publicité Instagram, on clique sur une paire de souliers, on arrive sur un site web, puis ben, c'est trop agressif, des bonnes chances qu'on quitte le site web. Donc, le taux de rebond, chez nous, comment on le calcule, puis c'est différent dans différentes plateformes, dans différents écosystèmes, mais chez nous, c'est quoi la proportion des visiteurs qui ont consulté une seule page, puis qui a quitté le site web en moins de 5 secondes. Donc, le bounce rate, c'est les gens qui cliquent parti. Chez Exceptio, le taux moyen qu'on observe, c'est environ 15-16%, donc 15,8 pour être plus exact. Euh, Puis il y a plusieurs façons de le décortiquer parce qu'un taux de rebond important, c'est pas nécessairement bon.
Puis le but, c'est de le faire baisser. Donc, bien le comprendre, ça nous permet de savoir quels paramètres on peut jouer pour être en mesure d'avoir un taux de rebond qui est peut-être plus bas. Au niveau du taux de rebond, quand c'est élevé, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, le, le mur de consentement, c'est une façon de pousser l'obligation au choix. Mais quand c'est fait de façon trop brutale, ça peut avoir l'effet de faire quitter les gens du site web. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant. Par contre, il y a des solutions comme avoir un mur de consentement contextuel. Ce que ça peut ressembler, c'est je suis sur une bannière cookie. En fait, je suis sur un site web, j'ai une bannière cookie qui apparaît dans le coin. Jusqu'à maintenant, c'est pas bloquant. Mais dès lors que je change de page, donc je clique sur un produit, ça change de page, là, ça me pousse un mur de consentement. Donc, on intègre un contexte dans le mur de consentement, ce qui permet d'avoir une navigation un petit peu plus fluide, qui est plus, dans le fond, qui va monter en intensité, mais qui sera pas aussi dérangeante qu'un mur de consentement qui apparaît dès la première page. Donc, il faut comprendre que si on a un mur de consentement, ça peut impacter le taux de rebond. Par la suite, évidemment, toutes les campagnes marketing qui sont mal ciblées. Pardon, j'ai fait une petite coquille ici. On va rajouter un petit L imaginaire. Donc, si on n'a pas la bonne audience, évidemment, ça peut impacter la pertinence donc, du site web pour quelqu'un. Taux de pop-up, donc on ne veut pas ressembler à l'Internet de 2002 où on avait mille et une publicités. Puis, il va y avoir un point où je vais mettre une astérisque particulière, mais c'est des utilisateurs qui sont non qualifiés ou des méchants robots. Maintenant, probablement une majorité des gens ici utilisent des outils d'intelligence artificielle, du moins des agents comme ChatGPT, euh, Perplexity, bref, toutes les plateformes populaires de nos jours. Ceux-ci utilisent des crawlers. Donc, en fond, pour avoir accès à la donnée, pour entraîner leur modèle, ben, ils vont avoir des robots qui vont naviguer sur le web pour aller voir ben, sur les différents sites web l'information, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, puis lire le code. Ces robots-là, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis il y a tout un cas sur la fraude dans l'écosystème publicitaire que je pourrais mettre en ressources également. Mais ces robots-là ont maintenant la capacité d'accepter les cookies. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un robot qui vient sur ton site web, qui n'est pas un humain, mais qui accepte les cookies et déclenche donc un cookie de conversion. Fait que si j'ai une campagne Google Ads qui tourne, c'est que c'est un robot qui clique dessus, puis que ça déclenche un coût de conversion, tu viens de dépenser du budget publicitaire pour un robot qui n'est pas un humain. Donc, pas que tu fais frauder ton budget publicitaire, mais essentiellement, c'est pas mal ce qui se passe. Donc, dans le taux de rebond élevé, il y a la nuance entre le taux de rebond rapide puis le taux de rebond qui va être peut-être passé 5 secondes. Puis il y a des façons de scénariser la CMP, par exemple, pour être en mesure de qualifier le trafic, puis éviter les mauvais robots qui font dépenser de l'argent pour de la fausse, dans le fond, du faux trafic. Pour finir, j'en ai parlé en fond d'emblée, mais le mur de consentement, c'est dans le fond la mesure où l'obligation et dans le fond la bannière va sauter aux yeux puis obliger le choix. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai peut-être sauté un peu trop vite à l'étape, mais on aime intégrer un contexte, que ce soit justement un déplacement de curseur qui va dire que l'utilisateur est engagé sur le site web, donc que ce soit un délai en millisecondes, que ce soit un clic sur une page ou différentes règles dépendamment de ce que votre site, ben, dépendamment de la vocation de votre site. On veut vraiment considérer l'utilisateur engagé avant de déclencher un mur de consentement. Donc, pour faire du pouce sur le taux de rebond rapide, c'est notre quatrième recommandation. Un coup qu'on a compris les autres points, c'est plus simple de passer sur les meilleures pratiques du mur de consentement. Donc, en fait, je parle trop vite pour mes slides, mais comme je l'ai mentionné, ça peut être après un clic, après une distance de scroll, après un délai en millisecondes, etc. Maintenant, on a passé beaucoup de matière théorique. On va essayer de se déloger le cerveau avec des exemples peut-être un petit peu plus concrets. J'ai montré le chez Sainte-Justine, mais quelques exemples que j'apprécie particulièrement. Il y a Drone Expert ici, qui ont vraiment joué la carte transparence, mais la carte humour aussi. On voit ici, le fond est noir, noir sur noir. Ça a vraiment l'air d'un contenu. Donc, c'est pas un cheveu sur la soupe.
Ici, on a utilisé le tagline, nos drones ne vont pas déposer de cookies, mais notre site web, oui, avec un petit drone qui a un panier de cookies. Puis on l'a vu, ça a un impact quand même assez significatif sur les taux de consentement depuis l'intégration de cette manière. D'ailleurs, je vous invite peut-être à visiter notre site web. On a une étude de cas sur le code de Drone Expert particulièrement. Ça pourrait vous donner quelques indices sur comment est-ce qu'on peut améliorer le taux de consentement avec les meilleures pratiques dans le concret. Par la suite, d'autres exemples, compagnie de location de bateau, on veut y aller dans quelque chose qui est intégré. Bref, je pourrais par la suite vous faire parvenir les slides pour que vous puissiez tester, regarder qu'est-ce qui fonctionne pour les autres. Puis, si jamais ça peut être pertinent, je vous invite à scanner le code QR qui est à l'écran. Ce que ça vous permet, c'est de vérifier est-ce que votre site web est conforme. C'est quoi les cookies qu'on retrouve sur le site web? Est-ce qu'ils sont configurés directement? Un point que j'ai oublié de mentionner plus tôt, c'est qu'au Québec, actuellement, c'est pas un chiffre exact, c'est vraiment plus un règle de pouce sur ce qu'on voit. Il y a peut-être plus ou moins 90% des sites web qui ne sont pas réellement conformes. On a beaucoup de conformité de façade, donc on va avoir une bannière, mais les traceurs vont quand même se déposer avant qu'on clique sur refuser ou accepter. Donc, le site web c'est juste une bannière qui est là pour être belle, mais c'est pas réellement conforme. Donc, on a quand même des enjeux potentiels qui vont arriver du côté des GAFAM, du côté de la Commission d'accès à l'information. Donc, faire attention à ça. Je vous invite, si jamais c'est dans votre cours, dans le fond, passer un petit audit. C'est gratuit, il n'y a pas d'attrape. Ça vous permet de voir au moins où est-ce que vous en tenez par rapport au fameux sujet des cookies. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pas mal tout. Est-ce qu'on avait des questions? En fait, je vais donner la parole à Mathieu. Oui, génial. Merci, Maxime. Super intéressant, concis, tout ça. Donc, je pense que c'était clair. En tout cas, si jamais, justement, c'était pas clair pour certains trucs, n'hésitez pas à poser des questions. On a encore du temps là, pour y répondre. On a une question, en fait, de M. Jonathan Lefebvre qui dit, à part la relation avec Google ou autre moteur de publicité, pourquoi faire ces demandes d'autorisation? Puis, il y a une double question, là. Ça veut dire quoi, personnalisation dans l'expérience client? Juste pour bien comprendre, les demandes d'autorisation, dans le fond, c'est concrètement ce que tu parles, c'est le consentement au consommateur. J'imagine. Fait que- Parce que je vais décortiquer si c'est bien l'interprétation de la question que je fais. Donc, oui, il y a les relations avec Google. Euh, Dans le fond, le consentement, c'est concrètement, c'est un taux on peut le voir comme un taux de confiance que la marque, enfin, que le consommateur va octroyer à une marque. On le voit de plus en plus. La raison pourquoi il y a des législations qui sont votées, tu sais, oui, la loi 25, il y a eu tout dans le code des jardins qui a poussé, plus du niveau cybersécurité et compagnie, mais les enjeux de vie privée, c'est un peu, en fait, c'est beaucoup influencé par les courants de pensée. Quand tu arrives sur Internet, puis que tu as l'impression que la paire de souliers que tu as acheté il y a 2 jours te suit un peu partout, tu l'as regardé sur Amazon, puis là, tu sur Facebook, elle te suit sur tous tes réseaux sociaux, c'est pas un, une sensation qui va être cool nécessairement pour le consommateur. Puis au contraire, souvent, ça va avoir un impact négatif sur la marque. Donc, dans les meilleures pratiques marketing, maintenant, de nos jours, on voit beaucoup plus de données utilisées de façon sincère et transparente. Donc, oui, il y a les relations avec Google, mais aussi au niveau de l'impact que ça a sur ton consommateur, sur ta perception de la marque. Donc, je te dirais, si tu fais pas de campagne marketing, peut-être que c'est un peu moins pertinent pour toi, mais dès lors que tu vas faire des campagnes, que tu vas faire du retargeting, les gens commencent à être un peu plus peureux sur comment la donnée est utilisée. Donc, c'est vraiment la pression populaire qui a poussé les gouvernements à travers le monde à créer puis à voter des lois sur le sujet. La deuxième, oui, vas-y, pardon, Mathieu. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas seulement pour respecter la loi, mais aussi il faut se poser la question si la loi existe, c'est parce que justement, il y a une raison d'être là. C'est les marques ont tout avantage à respecter les données qui vont aller collecter puis d'être transparents sur la collecte, là. Donc, il y en a pour qui certains utilisateurs, ça leur dérange pas, là. Donc,
Mais il y en a d'autres, par contre, ils ont tout intérêt à savoir si qu'est-ce qu'on a comme information sur eux, puis est-ce on les trace justement, on a la capacité de des retargeter, qu'on dit en anglais, là, mais des recibler en fait en français, là. Excellent. Puis la deuxième partie de la question, c'est concernant la personnalisation. Donc, à proprement parler, la personnalisation dont j'ai parlé pendant ma présentation, c'est pas la même personnalisation que si on avait la donnée client, puis qu'on utilisait, par exemple, un moteur de personnalisation sur le site web pour des contenus, par exemple, des produits adaptés sur un site web. De mon côté, la personnalisation, c'est vraiment plus au niveau de adapter la technologie, la CMP qu'on utilise à notre ton de marque. Comme je l'ai dit, le but, c'est de pas créer de la friction avec le consommateur, parce que plus on va créer de friction, de barrières au site web, ben, moins les gens vont interagir de façon positive avec le site web. Donc, le but en fond, de personnaliser, c'est d'adapter la CMP avec tes couleurs, ton ton de marque, ton logo, puis ça n'ait pas l'air tu sais, souvent on va voir des robots de chat propulsés par X, Y, Z technologie. Puis là, c'est comme ça fait pas partie intégrante de ton site web. Le but, c'est justement d'aller dans la vision contraire d'intégrer ça comme si ça faisait partie de ton site web, puis que c'était vraiment la marque qui parle au consommateur et non la technologie X, Y, Z. Est-ce que ça répondait bien à la question, Mathieu? Ben, je crois que oui. C'est Jonathan qui pourrait plus nous le dire, mais sinon, il y a une autre question de Nicolas Duval. Je sais pas, es-tu en mesure de lire, Maxime, la question? Je ne vois pas les questions avec mon partage d'écran. OK, donc je vais te la lire. Donc, on l'a abordé, on remarque parfois qu'on cache la bouton refusé pour la section personnalisée. Exemple, il indique peut-être Simons. Le CAI a déposé une liste de recommandations suite au déploiement de la loi 25 pour encadrer le look des bannières, mais je remarque encore des gros joueurs qui ne s'arriment pas à ça. Est-ce que c'est justement une simple recommandation ou bien ça agit comme une portion légale ou bien est-ce que ça va le devenir? Et j'ai la boule de cristal, malheureusement, je peux pas dire comment la CAI va taper sur les doigts des entreprises en premier. En Europe, c'est plus qu'une recommandation. Dans le fond, le bouton refuser doit avoir une symétrie de consentement qu'on appelle, donc qui doit avoir le même nombre de clics pour l'accepter, le même nombre que le refuser. Donc, si par exemple tu cachais justement ton bouton refuser tu cliques sur le je choisis, puis après te refuser, tu n'as pas la symétrie de consentement. Donc, ça pourrait évoluer dans ce sens-là. Par contre, c'est vraiment des décisions d'affaires. Comme je l'ai mentionné, malheureusement, je n'ai pas passé mon barreau, je ne suis pas avocat. Donc, c'est des décisions qui vont impacter, comme je l'ai dit, le taux de consentement positivement, mais qui va peut-être disqualifier du trafic qui, ben, si on avait été plus transparent, aurait accepté. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas me prononcer sur l'obligation, du moins sur le domaine privé, donc les gros joueurs dont on parle. Si par contre vous êtes en institution publique, vous êtes je sais pas, une ville, vous êtes un organisme gouvernemental ou qui est subventionné par le gouvernement majoritairement, là par exemple la symétrie de consentement est obligatoire. Bref, on parle de institutions éducatives, universités et compagnie. Du côté privé, il y a encore certaines nuances. Donc, je dirais, les gens s'essayent, c'est des décisions d'affaires, c'est des zones grises. Je ne mettrai pas ma main au feu. Moi, personnellement, les meilleurs taux de consentement que je vois, c'est sur les marques qui sont le plus transparents. Mais c'est propre à tous et chacun. En même temps, plus que tu as de trafic, j'imagine, plus qu'il peut y avoir des plaintes, là, donc, c'est un peu dangereux là, de faire ça dans un certain sens là, quand tu es un gros joueur, là. Il y a ça, puis il y a le fait que, tu sais, la raison du pourquoi, parce que je suis pour parler avec plusieurs gros joueurs. En fait, on a certains clients comme BRP. Tu sais, quand tu es une entreprise publique ou qui est régie par des investisseurs, ben, c'est un peu gênant de remonter la donnée, parce que si on a justement, si on dit on donne le choix de refuser, ben, ça baisse le taux de visibilité sur la donnée, assez drastiquement. Donc, quand tu as une dépression externe, on va dire, ben souvent, c'est des choix d'affaires qui sont faits pour, dans le fond, donner, enfin, remonter de la donnée qui paraît la plus justifiée possible
Donc, les choix sont parfois influencés par les pressions, que ce soit les investisseurs, que ce soit la direction et compagnie, mais c'est pas nécessairement les meilleures pratiques qu'on voit sur le marché. C'est bon. Il y a une autre question de M. Gérard Briand, là, et je vais passer outre là, les informations par rapport à son nombre de contacts dans HubSpot, mais il termine en disant, j'imagine qu'un Google Analytics ou Google Analytics, bon, un V4, tout ça peut se relier à mon HubSpot et relié aussi aux rapports liés déjà à nos envois marketing, qui sont reliés à des indicateurs de taux d'interaction, taux de consentement, taux de rebond et rendement du mur de consentement. Là, si je comprends bien, la question, c'est de savoir si on est capable de fusionner toutes ces statistiques-là pour avoir des meilleures statistiques de conversion pour qu'ils soient attachés, dans le fond, au taux de consentement. Je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à ça, là. J'ai une réponse partielle qui peut être une piste de solution. Ça va dépendre on s'entend que dès que la donnée, enfin, moi, mon expertise est vraiment plus au niveau web. J'ai des antécédents au niveau préférence marketing, donc ce qui va être le côté acceptation des newsletters, ben, des infolettes et compagnie. Mais du côté web, tant que l'utilisateur n'est pas logué, on peut pas nécessairement savoir c'est qui, du moins en B2C. B2B, il y a certaines façons de travailler autour avec certaines technologies, mais en B2C, on va pas nécessairement savoir c'est qui. Il y a des technologies comme les technologies d'ID universel qui déposent, là je ne vais pas rentrer trop technique, mais qui déposent un traceur qui n'est pas un cookie, qui appartient à la marque, qui permet de relier différentes technologies. Donc oui, c'est possible. Après ça, il y a des coûts pour mettre ça en place. Faut voir est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Donc pour les taux de conversion, je dirais c'est possible, notamment par les aides universelles, mais c'est d'évaluer. Faudrait que j'aille plus de détails sur le stack technologique utilisé Ouais, pour c'est mieux ça, répondre. il y a quand même beaucoup de points là-dedans qui s'intermêlent, là, parce que dans les faits, c'est sûr que si la personne n'a pas consenti à être traquée, normalement, même s'il va cliquer sur un lien, mettons dans une infolette ou quelque chose comme ça, il ne devrait pas être comptabilisé dans les statistiques. Par contre, il est vrai que certaines plateformes comme HubSpot peuvent faire un lien unique pour la personne, puis quand elle clique dessus, on sait qu'elle a cliqué dessus, même s'il n'y avait pas de cookie, parce qu'elle a vraiment un lien qui est propre à elle. Mais reste à voir, par contre, si c'est valide ou pas, là, de pouvoir le traquer, parce que normalement, s'il n'a pas consenti, ben, ça dépend tout le temps, en fait, vos clauses de confidentialité et tout ça là, sur le site web, parce que il y a quand même des nuances là, par rapport à tout ça. Mais nous autres, ce qu'on fait, ben, admettons qu'on a un taux de consentement sur le site de 60% d'acceptation. Ben, si on veut avoir des statistiques, on va partir de là, puis on va être capable de dire, ben, à peu près, dans le fond, basé sur le 60% qu'on traque, ben, on sait que, dans le fond, les statistiques qu'on voit ne sont pas nécessairement les bonnes parce que, comme mettons le nombre de visiteurs sur Google Analytics, ben, on va juste avoir 60% des gens qui sont traqués. Donc, si on va avoir une approximation de combien de personnes sont venues, mais là, on va y aller avec une règle de 3 puis on va pouvoir le mesurer. C'est sûr, ce n'est pas parfait, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire, là. Je ne sais pas si ça répond, mais de toute façon, on pourra aider M. Briand là, si jamais il y a forcé quelqu'un qu'on connaît bien, donc on pourra l'aider si jamais il y a d'autres interrogations par rapport à ça. Il reste encore beaucoup de monde, il y a encore du temps, donc on peut laisser 2, 3 minutes aux gens là, si vous avez des questions ou peut-être un mot de la fin, Maxime, ou Oui, bien sûr. Sensiblement, c'est un enjeu qui nous touche dorénavant tous. Dès qu'on a un site web, à moins d'avoir aucun cookie, ce qui est peu probable maintenant. En fait, je vous invite peut-être à regarder le site de la Caisse. Le site de la Caisse, c'est un des seuls que j'ai vu qui ne dépose aucun cookie puis qui a une bannière Nous ne déposons aucun cookie. Donc, c'est un enjeu qui nous touche tous, qu'on ait qu'on soit une entreprise privée, qu'on soit une entreprise publique, qu'on soit une entreprise gouvernementale ou une organisation gouvernementale plutôt, dès lors qu'on recueille de la donnée confidentielle, pas de la donnée confidentielle, mais de la donnée personnelle, euh, faut savoir que la donnée personnelle, c'est pas juste nom, prénom, c'est ton adresse IP, c'est tes comportements d'achat, c'est vraiment très, très large. Tout ce qui peut relier un individu, toute donnée qui peut relier euh,
qui peut être relié à un individu est une donnée personnelle. Donc, c'est pas juste les sites e-commerce qui en recueillent, c'est pas mal tout le monde. Puis parfois, on peut croire qu'on ne le fait pas, mais certaines technologies qui sont sur le site web le font. Mhm. Euh, Puis, essentiellement, le moins on va, ben, pas le moins on va résister, mais le plus on va être transparent auprès du consommateur, le meilleur on va s'emporter, parce qu'on a quand même pas mal de cas d'usage à travers le monde, que ce soit en Europe, il y a des législations qui passent aux États-Unis, même si on est passé dans un autre courant politique, les lois sur la vie privée continuent à évoluer. On a des lois au Brésil, en Suisse, un peu partout dans le monde qui émergent. Donc c'est un courant de pensée qui est là pour rester et qui va continuer à évoluer. On a une dernière question qui est rentrée, en fait, c'est de savoir si on va vous envoyer les slides là, de la présentation. La réponse est oui, on va vous envoyer ça d'ici la fin de la journée demain, donc dans un courriel. Ben, encore une fois, merci de votre participation. Merci à tous ceux qui sont joints à nous, puis ceux qui vont nous écouter aussi en différé. Maxime, un énorme merci là, pour les informations que tu nous as partagées aujourd'hui. C'était super intéressant, pertinent. Donc, j'espère que ça a plu à la grande majorité. Puis, souhaite une bonne fin de journée à tout le monde, bon appétit, puis à bientôt. À bientôt, merci Mathieu.